Émission, fiction, info, sport, c'est un peu le cocktail que l'on vient de voir. Le spectre est donc large et pourtant il y a un point commun, c'est donc le rassemblement des Français devant ces programmes. Pour en parler, j'invite Fanny Riedberger à venir me rejoindre, ainsi qu'Ara Aprikian, Anne-Claire Coudray et Thierry Tullier. Soyez les bienvenus. Bonjour. Comme tu veux. Bonjour Thierry. Comme vous voulez. Prenez chacun un micro. Ara Aprikian, on va commencer avec toi, directeur général adjoint en charge des contenus du groupe TF1. Tu conçois les contenus de nos chaînes comment comme des moments de partage? C'est ça ce qui te guide? D'abord, TF1, c'est le respect d'un ADN et d'une histoire. Et c'est l'histoire d'une chaîne qui cherche le rassemblement à travers l'événement, à travers des programmes fédérateurs familiaux et qui cherche à réunir les générations, les territoires et des gens de catégories socio-professionnelles très différentes. C'est cette faculté de proposer à travers du divertissement, de la fiction, du plaisir, des programmes qui réunissent des gens d'environnements différents et de constituer un récit dans lequel tout le monde se retrouve et tout le monde se projette pour aujourd'hui et pour demain. Pas simple. Quand tu l'expliques, on se dit oui, d'accord, ok. Et en fait, quand on est devant la page blanche, bon courage, non? Non, c'est pas simple, c'est le travail des producteurs, c'est le travail des talents, c'est le travail de la chaîne aussi, d'essayer d'aller explorer des genres nouveaux, d'aller essayer de trouver la façon de traiter des sujets tabous, de traiter des sujets difficiles, de traiter à travers la fiction notamment, et de permettre à travers le divertissement aussi d'égayer, de réunir aussi par le plaisir les familles à se retrouver à travers Star Academy, Koh-Lanta, les Restos du Cœur ou Danse avec les stars. Donc, quel que soit finalement son âge, son profil, sa région, TF1 se doit d'être un lieu de brassage. C'est l'histoire de TF1 et c'est notre volonté permanente. Et c'est cette difficulté-là qui fait à la fois toute la difficulté du métier, mais qui fait toute sa force. Dans un univers qui s'atomise, se fragmente de plus en plus, TF1 reste le principal lieu de création de lien social en France à travers la télévision, à travers ses programmes, à travers naturellement son information, et vous y reviendrez, et à travers aussi sa fiction. Et donc c'est un grand privilège pour nous d'être capable de rassembler les téléspectateurs et de leur proposer quelque chose qui justement leur permette d'une certaine forme d'émancipation et de rassemblement à travers des programmes de divertissement. Et on rassemble jamais les Français par pétition de principe ou parce qu'il le faut. Donc c'est toujours la force de l'événement et la force du plaisir artistique qui va primer dans la capacité de réunir les téléspectateurs devant le petit écran. Alors, fiction, divertissement, sport, si on entre dans le détail, on commence par la fiction, il y a Fanny qui est là. On n'a pas peur d'aborder des thèmes lourds, tu le disais tout à l'heure. TF1 en prime time peut parler d'une maladie qu'on connaît tous, peut parler du handicap. C'est plus du tout tabou ça sur nos antennes. Non, on a voulu en tous les cas faire en sorte qu'on puisse justement découvrir des univers différents, rassembler des gens dont on ne parle pas. C'est-à-dire la télévision doit être aussi le lieu qui permette de raconter les histoires des invisibles de la société, mais pas de le faire d'une façon forcément dure ou triste, mais aussi de le faire d'une façon inclusive, vivante et avec l'humour. Et notamment, Fanny pourra en reparler, je pense que c'est une des grandes réussites des randonneuses de Toulouse-Lautrec. Alors Fanny, justement, on a déjà échangé justement pour préparer cette intervention et vous nous dites, moi j'y vais, mais avec quand même un peu des recettes de divertissement, mais j'aborde des thèmes qui sont des thèmes qui sont difficiles. Oui, c'est des sujets tabous jusqu'à maintenant, des sujets qui peuvent paraître clivants, voire anxiogènes. Donc le handicap par exemple à l'école. Et le cancer. Le cancer avec les randonneuses. Après ça, moi je pense que c'est des sujets utiles, que moi en tant que créatrice et productrice, c'est presque de mon devoir de les porter à l'écran, que la fiction est une arme hors norme pour toucher et fédérer. Et en plus, c'est des sujets très personnels. Donc dans les deux cas, il y a des éléments déclencheurs très différents
qui m'ont amené à les traiter. Et j'ai aussi ce goût particulier de la tonalité de la dramédie, c'est-à-dire d'un sujet potentiellement dramatique, mais traité d'une manière légère, qui oblige à l'authenticité et qui permet de ne pas être putassier ni donneur de leçons. Et je pense que c'est ce qui fait que ce sont deux séries profondément humanistes et citoyennes, c'est qu'elles sont vraies. Voilà. Et c'est peut-être pour ça qu'elles ont touché. Est-ce que la fiction permet de faire bouger les lignes in fine, a posteriori? J'en suis persuadée, je pense même que c'est une des meilleures façons de faire bouger les lignes. En l'occurrence, on a eu déjà ces deux séries ont trouvé leur public. Il y a eu énormément de témoignages derrière ça. Assez étonnant d'ailleurs, parce que ça a touché tous les profils. Enfin, j'ai eu des témoignages très bouleversants après les randonneuses de plein de femmes en traitement ou de familles touchées, parce que le pourcentage de la population touchée par cette maladie est absolument colossal, de loin ou de près. Et je pense que ça a explosé les tabous. C'est-à-dire qu'il y a eu un socle de conversation et que les gens n'avaient plus honte d'en parler au sein de leur foyer. Moi, j'ai des jeunes filles qui m'ont dit que leur maman était malade et que grâce à cette série, elles ont réussi à parler avec leur mère de ça, parce que ça reste difficile. Il y a une pudeur et ça isole beaucoup. Moi, j'ai perdu ma mère à l'âge de 20 ans et j'ai réalisé 20 ans derrière que c'était encore tabou, que personne n'en parlait. Et ça isole beaucoup les gens, donc ça rajoute à la douleur. Et j'aurais rêvé à 20 ans pouvoir allumer ma télé, en l'occurrence TF1, et voir une série qui parlait de ça. Je me serais sentie moins seule, j'avais l'impression qu'il y a une honte autour de ça, et c'est dingue qu'en 2023, on ne puisse pas encore parler de cette maladie qui touche un nombre incalculable de gens. Le handicap, c'est encore une autre histoire. Moi, j'ai eu la chance de vivre une expérience au sein du lycée Toulouse-Lautrec, dans lequel est tournée cette série. Et donc, pour moi, le handicap est invisible, je ne le vois pas. Et j'ai un enfant de 12 ans, et il y a 2 ans, je me baladais dans la rue avec lui, et il a croisé une personne en situation de handicap et je l'ai senti complètement troublé, bouleversé. Et je me suis dit, mais c'est mon fils, comment ça se fait? Et j'ai réalisé qu'en fait, c'était des gens marginalisés, pas du tout montrés. Et l'effet Toulouse-Lautrec a été incroyable parce que déjà sur Twitter, personne ne parlait du handicap, mais d'une bande de potes. Donc le pari était gagné parce que c'était avant tout une série de lycées. C'est là où l'avancée est grande, c'est qu'on n'est plus dans la petite trisomie qui doit passer son bac dans un lycée normal. Là, c'est une valide qui va devoir s'intégrer à un monde dit anormal. Donc ça pose la question de la normalité. Et derrière ça, l'impact a été encore plus grand que je l'avais espéré parce que le lycée est menacé de fermeture depuis quelques années. Et ils ont reçu la visite de 2 ministres, le ministre de l'Éducation nationale c'est remonté au niveau du gouvernement. Et Geneviève Darrieussecq, et ils ont compris que c'était un modèle d'inclusion inversée qui fonctionnait extrêmement bien. Et le lycée aujourd'hui est protégé, voire honoré, et donc j'en suis très fier. Effectivement, on peut vous applaudir. Sur le divertissement, Ara, l'objectif, là pour le coup, c'est de transmettre du plaisir, du bonheur. Alors c'est de transmettre du plaisir, mais c'est aussi de permettre de rassembler les familles. Oui. C'est-à-dire quand on chante à Star Academy avec des jeunes de 18 ans, des chansons d'il y a 30, 40, 50 ans, c'est un moment de partage d'émotions, de partage de culture, de partage d'histoire entre les générations qui se fait par la médiation du petit écran. C'est aussi une façon pour les adultes d'appréhender le langage et les appréhensions et les difficultés de leurs enfants qui peuvent être masqués dans la vie quotidienne et qu'ils découvrent aussi à travers ce genre de programme. Donc il y a une noblesse dans le divertissement, en tous les cas de la façon dont on l'appréhende, et il faut réussir à travers une dimension humaniste à pouvoir fédérer justement des gens qui peuvent avoir des opinions différentes, des intérêts différents, mais qui sont réunis à travers la force de cette capacité à s'émouvoir ensemble. Et je crois que vous passez du temps, par exemple, les équipes passent du temps à choisir le répertoire d'une émission de Starac pour que justement tout le monde s'y retrouve, les plus anciens et les plus jeunes, avec tous les styles musicaux. Le sport, on a entendu Grégoire Margoton hurler à chaque fois, moi j'ai des frissons. Là, pour le coup, il y a partage d'émotions, valeurs communes, on sait où on était le 12 juillet 98, j'ai plus en tête la victoire en 2018, au secours, on était en 2018, mais c'était la date, ouais, c'était en Russie. Oui. En juillet la date, 2018. Juillet 2018, ouais. On se souvient du 12 juillet 98, on se souvient moins de... Bon bref, tout ça c'est
On parle tranquillement, tout va bien. Ara, le sport, c'est évidemment... Là, j'étais à côté de François Pélissier, le patron des sports pendant les images, et je pense qu'on a eu le même frisson pendant les images d'émotion de la victoire de l'équipe de France ou de la qualification pour la finale. Donc cette émotion, elle est partagée par toute la salle. C'est l'émotion de retrouver des moments de souvenirs communs qu'on a partagés ensemble avec justement cette aspiration à la victoire, cette aspiration nationale à un collectif, et le sport véhicule le sport des équipes nationales véhicule fortement ces émotions, et quand on les a partagées collectivement dans un moment de sa vie, quand une nation les a partagées ensemble et que la télévision a permis justement de créer ces moments de mémoire collective, et ben on s'en souvient à jamais et on garde cette émotion de façon permanente. Et on espère vivre des moments forts en septembre, notamment, avec la Coupe du Monde on de rugby. Qu'on va vivre des émotions très fortes avec le rugby, des émotions différentes de celles du football, mais qui seront tout aussi fortes, d'autant plus que la compétition a lieu en France. Effectivement, François All Blacks et Anne-Claire, je crois que tu seras même au bord du terrain ce soir-là pour le 20h. On sera au stade. Parce que le sport, ça dépasse évidemment, ces compétitions-là dépassent largement le sport. C'est un moment de partage, collectif de partage. Ouais. Thierry, patron de l'info du groupe TF1, le 13h, le 20h, LCI, TF1 Info sur le digital, ça lui fait des journées longues, je le sais. Le groupe est donc sur l'ensemble des supports, avec une mission que tu nous as fixée à nous, c'est comment informer en étant le plus fédérateur finalement. Oui, c'est un peu comme ce que disait Ara. D'ailleurs, l'info n'est pas en rupture avec l'antenne, bien au contraire. On s'inscrit dans l'ADN de TF1 assez naturellement. Et en fait, on conçoit nos journaux, d'autant plus aujourd'hui que les réseaux sociaux mettent une pression sur nos métiers, sur nos manières de raconter l'actualité, comme plutôt l'idée, je vais un peu te l'apprendre, Anne-Claire, d'un journal anti-réseaux sociaux. On parlait des réseaux sociaux comme une forme d'enfermement. Voilà, on est dans sa communauté, on s'informe de ce qu'on aime. Et nous, on conçoit nos journaux comme une forme d'ouverture. Ouverture sur le monde, ouverture sur l'actualité. Alors, lorsqu'on lance des missions en Haïti, par exemple, pour réaliser un reportage de 8 minutes sur les gangs, Port-au-Prince, vous n'allez pas trouver ça sur les réseaux sociaux. Mais ça, c'est le travail excellent des équipes de reportage de TF1. Et on y tient parce que c'est au fond ce qui nous permet à la fois d'être singulier dans le monde de l'information, télé même, mais aussi singulier par rapport à tout ce que brassent aujourd'hui en vidéo et en contenu d'information les réseaux sociaux. Donc c'est une évolution absolument indispensable. On a vu aussi rapidement là, dans le petit clip qu'on a fait évoluer le plateau télé. Anne-Claire, tous les dimanches, elle fait venir des intervenants avec de la réalité augmentée, avec de la 3D pour évoquer des sujets qu'on ne peut pas filmer, mais qui nous permet de nous projeter et finalement d'être assez efficace. Et ça nous a permis de renouveler notre public. Et puis, il ne faut pas oublier, puisque tu es rédacteur en chef du 13h, sauf aujourd'hui, tous les jours. Ça fait 3 fois que tu me le dis. Bah oui, parce que tu nous manques, mais je suis très content de te voir là. En effet, on a un réseau de bureaux remarquable en région. On a à peu près entre 50 et 70 journalistes tous les jours sur le terrain. On couvre, et c'est absolument indispensable, l'intégralité de l'actualité en région. On a une volonté de sortir du périphérique, comme on dit, et c'est aussi ce qui explique le succès des éditions de TF1, que ce soit à 13h ou 20h, parce qu'on est central. Et ça nourrit cette ouverture, ce positionnement, ça nourrit un peu l'esprit citoyen. Voilà, on ne veut pas s'adresser autrement aux Français qu'en appelant finalement à leur citoyenneté. C'est aussi la base du rassemblement. Et c'est absolument indispensable compte tenu des enjeux de demain. C'est ce que nous disait Nathalie Sonac tout à l'heure en disant qu'il y avait un enjeu démocratique. Anne-Claire, toi, tu as l'habitude de parler des journaux de TF1, 13h, 20h, comme d'une maison commune. Oui. Pourquoi tu utilises cette expression ? Écoutez, moi je suis arrivée quelques semaines seulement avant les attentats du 11 novembre et j'ai vécu les attentats du 11 novembre. Et je me 13 novembre. Du 13 novembre, pardon. Et j'ai vécu un vendredi, ce moment-là, 2015. et tu étais d'ailleurs avec moi à ce moment-là. Et j'ai pris conscience de notre rôle à ce moment-là, mais vraiment, c'est-à-dire que je savais depuis longtemps qu'on était là pour informer les gens, mais en fait, on est la maison commune parce que c'est là que les téléspectateurs arrivent en masse quand il se passe quelque chose, quand il nous arrive quelque chose collectivement. Et quand c'est dramatique, on a besoin tous de partager d'abord notre émotion. Il ne faut pas avoir peur de cette émotion, il faut d'ailleurs
les aider, nous aider collectivement à la purger. Il faut sortir de cette sidération et ça c'est vraiment un rôle qui nous tient à cœur, recommencer à penser collectivement, recommencer à réfléchir, essayer de comprendre ce qui nous arrive, et pour le dépasser, il faut qu'on le comprenne. Et puis, il y a aussi les dimensions de vivre des émotions très positives ensemble, et c'est pour ça que les grandes compétitions sportives, les victoires en Coupe du Monde, c'est aussi des moments qui sont prédominants dans les journaux télévisés, parce que face à un monde où les institutions qui jouaient ce rôle-là avant, les institutions politiques, les associations, l'Église ou les religions sont en train de perdre de l'influence, et ben nous, on joue ce rôle-là à chaque fois qu'il y a un gros événement, et on se rend compte que si nos audiences ont vraiment changé dans leur structure, quand il se passe quelque chose de très fort, que ce soit positif ou négatif, on est là. Pendant l'épidémie de Covid, on a senti combien les téléspectateurs et les Français, parce que c'était bien au-delà de nos téléspectateurs habituels, avaient besoin de venir 2 fois par jour devant nos journaux pour essayer de comprendre ce qui leur arrivait, savoir ce qui allait leur arriver dans le futur. Et là, pour le coup, ce qui était très intéressant, c'était les retours qu'on en avait. C'est-à-dire que nous, on ne savait pas tout, et qu'ils ont accepté qu'on ne sache pas tout, et qu'on était quelque part dans un processus d'accompagnement. Ils se sont raccrochés à ça, parce que nous, on avait la possibilité de sortir, donc on était leurs yeux, mais on était aussi là pour se dire collectivement, bah voilà, on ne comprend pas tout ce qui se passe, mais on va y aller ensemble. Et ce mot « ensemble » qu'on a vu plusieurs fois, c'est vraiment très très fort. Et d'ailleurs, les téléspectateurs nous remercient d'une chose, c'est notre pragmatisme. C'est-à-dire qu'on ne fait pas que poser des informations. On leur donne aussi les clés pour avancer. On leur ouvre des portes, des possibilités, jamais en les jugeant, jamais en leur donnant des leçons, parce que ça, ils détestent. Et en ce moment, on a un défi qui s'appelle le réchauffement climatique qui est énorme. Et sur ce sujet-là, évidemment, on parle à des téléspectateurs, des Français qui ont des opinions différentes. Et donc, là-dessus, c'est très important aussi de leur dire qu'on n'est pas là pour les juger. Thierry, sur la transition ? Non, pas sur la transition, mais sur finalement l'image que nous voulons avoir des Français dans nos journaux. C'est très important. Au fond, on parle d'une actualité dramatique, mais notre société, la société française, elle est remarquable dans ses évolutions, dans ses prises d'initiative, dans ces Français qui croient finalement en leurs projets. Vous en êtes un exemple. Et nous voulons être l'écho de ces Français-là. La société, elle n'est pas anxiogène. Et il y a un décalage finalement entre parfois une vision un peu parisienne qu'on peut avoir de l'actualité, voire des propos de certains responsables politiques, on en parlait à l'instant. Qui peuvent être parfois en décalage avec la réalité, le cœur. Oui, avec la réalité de la société française. Il y a plein de Français qui ont plein de projets, qui les poussent, qui réussissent, qui croient à leur avenir, qui croient dans l'avenir de leurs enfants. Et nous, il faut qu'on leur donne, tu parlais des invisibles, on ne les voit pas assez, et nous, il faut qu'on leur donne un visage, il faut qu'on leur donne la parole. Et c'est très important pour nos journaux, et tous les jours, on se le dit dans nos journaux. C'est vrai. Et tu es là pour nous le rappeler quand on ne le fait pas assez. Mais c'est vrai. Anne-Claire, tu as pris la succession de Claire Chazal il y a 8 ans. À l'époque, et j'étais pas très loin, on entendait partout, de toute façon, le 20h, c'est fini. Tu dis quoi à ça aujourd'hui, avec un peu de recul et l'expérience qu'elle a tienne ? Moi, je dis que le 20h et le 13h ont plus que jamais leur raison d'être. Non, mais c'est pas juste pour se rassurer, parce que l'avenir nous fait peur. Au contraire, on sent bien, effectivement, comment on est devenu un refuge par rapport aux boucans qui existent ailleurs, c'est-à-dire sur les chaînes info ou sur les réseaux sociaux, on ne se parle pas toujours de façon très courtoise. Le journal télévisé, je sens vraiment ça chez les téléspectateurs, est un lieu apaisé, où tout le monde aura la parole, mais où on ne s'engueule jamais, ou alors, parce que ça se passe sous notre caméra, mais où, on n'est pas obligé forcément de choisir son camp à la fin du journal. Et je crois qu'on est dans une société, malheureusement, où on nous force à choisir son camp en permanence, et ça, c'est extrêmement fatigant. Donc à ce titre-là, je pense que les téléspectateurs nous en sont vraiment grés. Et puis après, on a une puissance telle et des moyens tels qu'on leur propose aussi une information vérifier. Et ça, je pense qu'ils le savent. Et avoir de l'argent, ça veut dire avoir suffisamment de journalistes pour passer des coups de fil, pour prendre la décision de traiter ou de ne pas traiter des informations, ne pas être suiviste, et leur dire, voilà, on a fait un vrai choix éditorial. Et encore une fois, le journal télévisé, il a une image très particulière. Je vais vous donner un exemple. Stromae, quand il choisit de revenir, il choisit le journal télévisé. Et il ne choisit pas le journal télévisé à cause de son audience. Il nous dit, moi, j'avais besoin d'un endroit, j'avais pas envie d'avoir un public derrière moi, j'avais pas envie d'une émission avec de divertissement, j'avais envie de la solennité du journal. J'avais envie de me dire que j'allais pouvoir parler de choses graves dans un environnement
où les téléspectateurs sont en capacité d'écouter ce que j'avais à leur dire. Et j'avais besoin... Voilà, d'ailleurs, il avait mis un costume. Il a des vêtements assez excentriques. Et ce jour-là, il avait mis un costume. Ben voilà, c'est ça le journal télévisé. C'est un endroit sacré. En fait, je ne peux pas vous l'expliquer autrement que comme ça. D'ailleurs, il y a des acteurs qui viennent parfois sur nos plateaux, ils ne sont pas toujours à l'aise. Ils nous le disent après, y compris des gens qui sont dans l'impro matin, midi et soir, et qui nous disent « Ah, le 20h, ça me stresse toujours un peu ». Il y a un aspect très important, Thierry, on l'a déjà abordé lors de la première table ronde. L'info, elle est à peu près partout. Mais évidemment, toutes les infos qu'on peut lire ou entendre ne se valent pas. Comment, à la tête de l'info du groupe TF1, comment on fait justement pour délivrer la bonne information en disant nous, notre information, elle a été vérifiée, authentifiée, alors que celle du voisin, elle n'est pas forcément fiable. Alors, c'est un vrai défi. C'est l'enjeu. Ouais. C'est plus qu'un enjeu, c'est un défi en fait. Parce que je lisais hier le rapport Reuters sur justement les usages. C'est un sondage de Gov, 94 000 personnes ont été interrogées à travers le monde. Et par exemple, sur les 18-24 ans, il y a 20% des 18-24 ans qui considèrent TikTok comme le moyen principal d'information. Et préfèrent les influenceurs aux journalistes. Ça, c'est pas une très bonne nouvelle. Non, c'est pas une bonne nouvelle, donc c'est dire le défi. Et j'ajouterais que la notion d'information dans cette jeune population n'est pas la même que la nôtre. L'information, chez eux, c'est people, c'est plein de trucs. C'est certainement pas la politique, l'économie, l'international. Donc, on a beaucoup de paris, beaucoup de défis, beaucoup d'enjeux à faire. Donc, en fait, c'est simple. Il faut être fort, renouveler, moderniser nos JT tous les jours, toute l'année et chaque année. Voilà, c'est le défi qu'on s'est fixé ensemble. Mais c'est une condition certes nécessaire, mais insuffisante aujourd'hui. En moyenne, les Français s'informent à peu près par 8 canaux. Alors, dans les canaux, c'est les chaînes, mais c'est les réseaux sociaux, les différents Snapchat et compagnie. Donc, il faut qu'on soit partout, en fait. Il faut, pour être universel, il faut être fragmenté. Il faut finalement s'adresser. On a l'habitude d'être un mass média, on a l'habitude de délivrer avec un joli conducteur hiérarchisé et vérifié de l'information, il faut qu'on se démultiplie pour aller chercher ces jeunes populations qui ne s'informent plus forcément à des rendez-vous fixes, mais qui peuvent s'informer via tous ces réseaux sociaux. Donc ça veut dire imaginer des contenus et imaginer donc ces canaux de distribution pour pouvoir que cette information qui soit labellisée, en fait c'est un label TF1, c'est une garantie, c'est un tiers de confiance si on veut appeler ça. Donc une information estampillée TF1, c'est une information vérifiée, hiérarchisée, et même sur TikTok, ce sera une bonne information. Donc c'est absolument indispensable, sinon on aura non seulement, nous, en tant que médias, un problème, mais j'allais dire, les sociétés auront un problème. Parce qu'on ne peut pas bâtir la citoyenneté sur ce qu'on peut lire ou regarder aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas possible. Donc, il faut absolument, et c'est un peu le défi qu'on s'est fixé avec Rodolphe pour les prochains mois et prochaines années, il y a une feuille de route, je trouve ça extraordinairement mobilisateur pour les rédactions aujourd'hui, de se dire, on a aujourd'hui un canal, on connaît les chaînes hertziennes, les chaînes info, les chaînes généralistes, il faut désormais, sur cette terre inconnue, investir du temps, de l'argent, des moyens, parce qu'on a besoin d'avoir des bons journalistes bien formés et professionnels pour pouvoir s'adresser à tout notre public et finalement garder ce qu'est l'ADN de TF1. L'ADN de TF1, c'est s'adresser à tous les publics, tous les âges, de toutes conditions. Si on veut maintenir ce cap-là, il faut se démultiplier. Un mot, Ara, Anne-Claire, Fanny. Non, mais il y avait un ouvrage de Dominique Volton il y a quelques années, l'éloge du grand public. Juste après. Je crois donc qu'analysait justement le défi des chaînes généralistes à l'aune de la fragmentation des télévisions. Je pense que cette réalité, elle est plus que jamais présente, et le défi qui s'offre à nous, il est toujours le même, cette capacité à rassembler à travers un travail journalistique, un travail artistique, un travail de créateurs qui permettent justement, par la modernité de leur traitement, par la volonté d'aller chercher à traiter tous les sujets dans tous les recoins de la société, la capacité à fédérer une population nationale unie autour d'une certaine forme de consensus ou en tous les cas de lieux communs de partage. Et en tous les cas, c'est notre volonté et c'est ce qu'on essaye de décliner à travers l'ensemble
de la gamme de programmes d'une chaîne généraliste. J'insiste là-dessus. La force de TF1, c'est de rester une chaîne généraliste, gratuite, qui s'adresse à tous les publics, pour tous les territoires, de toutes conditions. Et donc voilà, c'est notre défi et qu'on essaie de relever chaque jour à travers le travail de toutes les équipes. Merci beaucoup, Ara. Merci pour la transition avec Dominique Volton. Merci Thierry, merci Fanny, merci Anne-Claire. On peut vous applaudir.